Comme annoncé depuis le début de cette matinale, notre premier sujet du jour, nouveau code minier qui avait suscité beaucoup d'espoir. Sommes-nous encore loin des résultats palpables? Avec nous sur ce plateau, Ben Akili. Bonjour. Bonjour Crispin. Vous êtes journaliste d'investigation et confrère. Vous avez longtemps vécu dans la province du Kasaï oriental, une province minière. Vous avez circulé dans toutes les provinces de l'ancienne configuration, donc le Grand Katanga, et aussi d'autres provinces à travers les pays. Quand vous faites le constat du vécu de la population, est-ce que ce code minier porte espoir? En tout cas, loin de nous voiler la face, Crispin, les codes miniers révisés depuis 2018, tout le monde attendait à ce que l'on arrive à parler d'une lueur d'espoir. Parce que vous êtes sans savoir que c'est vraiment l'un des cadeaux que Joseph Kabila a pu léguer à ce pays. Les codes miniers qui lui a même valu des problèmes avec les Occidentaux. L'esprit était de pouvoir aider toutes les communautés impactées par l'exploitation minière. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de suivi. L'esprit était bon, mais l'applicabilité sur le terrain, c'est ce qui souffre. C'est pourquoi vous allez voir que même les comités locaux de développement qui ont été créés pour, en tout cas, mettre ensemble tous les acteurs et puis proposer des projets lorsqu'il y a redevance minière, mais ces comités ne sont plus informés par rapport au paiement des redevances minières. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la redevance minière sert bien sûr aux animateurs des entités territoriales décentralisées. C'est comme qui dirait, cet argent est devenu leur argent propre et pourtant destiné aux projets qui doivent bien sûr aider les zones qui sont impactées par l'exploitation. Mais à qui revient la faute? Parce que le code est là, vous dites que l'applicabilité pose problème. Est-ce qu'au niveau national, provincial, les suivis fait défaut? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à impacter alors qu'il y a des minerais? Si je prends la province du Kasaï oriental, par exemple, là, une province que vous maîtrisez mieux, avec son diamant, oui. Un diamant oui. Dans les sous-sols, quand vous regardez les degrés de la misère, vous pouvez vous dire, est-ce que vraiment dans cette province, il y a vraiment des diamants? C'est là où le bas blesse. Vous allez constater que c'est comme qui dirait, l'on se retrouve dans une zone où il y a eu de la guerre. Parce que la misère que vit la population dans cette contrée de la République laisse à désirer. Nous avons les diamants dans cette province-là, mais qui ne profitent pas à la population locale. Parce qu'il y a des entreprises là-bas, nous pouvons prendre le cas de Sassim. Mais qu'est-ce que Sassim a amené sur le terrain comme projet qui peuvent impacter à toute cette population? Ce n'est pas pour rien que nous constatons aujourd'hui ces flux migratoires vers le Grand Katanga. Parce que la population est en train de fuir la misère qui sévit sur place. Aucune politique, que ce soit au niveau national, que provincial, aucune politique d'ailleurs, pour ainsi arriver à faire respecter ces codes miniers. Parce que vous allez comprendre que lorsque les investisseurs arrivent au niveau d'une zone qui est vraiment riche en minerais, mais les accords qui sont signés, les cahiers des charges sont-ils respectés? C'est vrai qu'il y a dans certaines provinces de la République où des cahiers des charges sont un peu respectés, mais dans certains coins, dans certains coins, oui. Mais cela ne rencontre pas l'assentiment de tout un peuple, parce que vu la richesse qui peut regorger une province en sous-sol, mais les résultats sur le terrain laissent à désirer. Ici, moi, j'interpelle le gouvernement national, parce que l'on doit quand même se dire certaines choses bien en face. Il y a des gens qui profitent derrière ces codes miniers pour se faire de l'argent au détriment de la communauté locale. En toute impunité. Hein. En toute impunité, parce qu'on ne peut pas comprendre que lorsqu'il y a une entreprise minière qui s'installe dans une contrée quelconque où elle doit s'adonner à l'exploitation minière, mais ce sont des individus qui se retrouvent
au profit de la population. Mais qu'est-ce que la loi prévoit, par exemple? Qu'est-ce que la loi prévoit si on doit remettre cet argent entre les mains d'un chef coutumier? J'ai vu quand même dans certaines provinces des chefs coutumiers avec un train de vie. Vous dites, mais est-ce qu'il est encore chef coutumier? Oui, mais il est devenu un patron de la dernière ère. Qu'est-ce que la loi prévoit pour contrôler aussi toutes ces personnes, toutes ces autorités locales, les chefs coutumiers, les chefs de secteur, les bourgmestres et autres? La loi dit simplement ceci. Lorsqu'une entreprise veut s'installer, vous devrez d'abord procéder, avant toute exploitation, vous devrez d'abord procéder à la signature des cahiers des charges avec les communautés locales. Les communautés locales. Donc, il y a des charges, je comprends quoi? Les écoles, hôpitaux, bien sûr, l'on doit voir. Vous devrez être impacté par cette exploitation minière. Si dans la contrée, il n'y a pas d'école, l'on doit construire des écoles, l'on doit vous amener en tout cas des hôpitaux, également mettre en place des mécanismes pour que la population ne souffre plus de ce que l'on peut appeler l'eau potable. Parce que vous allez vous rendre dans certaines contrées où des entreprises font de l'argent, mais la population qui y vit manque même de l'eau, manque du courant. Le courant part directement à l'usine. L'entreprise à côté, mais la population vit dans les noirs. Mais ici, avant toute exploitation, vous devrez signer d'abord des accords, des cahiers des charges avec des comités locaux de développement. Et ces comités sont composés de qui? Essentiellement le chef coutumier? Le chef coutumier, la société civile. Oui. Et tous ces acteurs-là qui sont impliqués dans les projets de développement doivent faire partie, bien sûr, de ces comités locaux de développement. Mais ici, le programme lui-même, le programme local de développement n'est pas respecté. Vous allez vous rendre compte que quand ces gens-là se mettent ensemble pour aussi discuter sur ce que l'on peut apposer comme, ou ce que l'on peut déterminer comme projet à exécuter dans ce cahier des charges, vous allez voir que les gens commencent même à se disputer avant qu'il y ait déboursement de la somme qui peut aider à... La guerre commence. Mais la guerre commence. Et ici, vous allez comprendre qu'il y a tel chef coutumier qui va s'imposer, et un autre chef coutumier qui va venir, qui va dire, non, cette concession se retrouve dans ma contrée. C'est moi qui dois avoir la grande part. Et c'est la guerre tout de suite, c'est la guerre qui commence. Et qui perd? C'est la communauté locale qui est en train de perdre. Et sachant que ces mines sont épuisables, hein? Au bout d'un certain temps, alors qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Mais ici, nous avons quand même, dans ce pays, nous avons entendu parler de ces fonds nationaux pour les générations, gérer les générations futures. Mais l'argent qu'on donne, que fait cet argent? Y a-t-il une politique mise en place pour ainsi faire asseoir ou faire étudier certains projets qui doivent aider des générations futures? C'est comme qui dirait, nous vivons dans un monde où on n'a pas de projet. Que ce soit au niveau national. On prend à son ventre, le lendemain, ça ne vous dit rien du tout. C'est ce que l'on voit. Tous les animateurs aujourd'hui, rendez-vous compte, les animateurs des ETD, mais sont devenus des hommes intouchables. Des patrons. Des patrons. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui ne réfléchit plus, qui ne pense plus aux besoins primordiaux de la population, de sa communauté locale. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est construire des villas, s'acheter des grosses voitures, que l'on voit et que, en tout cas, le chef de tel secteur vit mieux. Mais lui vit mieux, mais la population de sa contrée est en train d'en bâtir. Et tout ça, ça ne leur dit absolument rien. Et moi, je pense que cette question devrait être résolue par l'organisation des élections locales. Parce que ces gens ne sont pas contrôlés. Lorsque nous avons des animateurs qui sont élus par la population, et donc, l'organe délibérant pourra mieux faire son travail. Peut-être que vous risquerez d'être déçu. Vous voyez, avec les gouvernements provinciaux que nous avons partout à travers les provinces, ça n'a jamais résolu le problème. D'autant plus que certains députés sont dans la poche du gouverneur, ou s'ils ne sont pas dans sa poche, c'est le gouverneur qui est éjecté matin, midi, soir. Est-ce qu'il y a un mécanisme à étudier pour que finalement ces codes miniers sagement réfléchis, ça il faut les dire ici, puissent finalement profiter aux populations locales, hein, je crois les populations locales. C'est justement une simple volonté politique. Lorsqu'il y a de la volonté, toutes ces mesures doivent être respectées sur le terrain. Parce que quand les tons viennent d'en haut, je crois que même ceux-là qui sont
dans des provinces, vont respecter les mots d'ordre. Mais aussi longtemps que même ceux-là qui sont au niveau national, ils en profitent. Lorsque une entreprise le chef coutumier peut envoyer l'argent à Kinshasa je vous dis, pour préserver son poste, il y a des chefs de secteur qui envoient tout le temps l'argent, des enveloppes au niveau de Kinshasa pour préserver leur poste. Mais l'on se demande, vous avez été placé là-bas pour aider votre communauté locale ou bien c'est pour satisfaire certains besoins de quelques politiques au niveau national? C'est ça la grande question que l'on se pose, Crispin. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a de ces chefs coutumiers-là qui ont oublié même leurs missions essentielles pour préserver les valeurs ancestrales. Même les temples, il est abandonné. Mais le temple, il est abandonné. Il y a des chefs coutumiers aujourd'hui qui sont tout le temps dans des avions, qui vivent mieux dans des avions. Kinshasa, Afrique du Sud, Europe, tout le temps. Moi, je connais un chef coutumier qui tout le temps, quand j'ai besoin de lui, non, je ne suis pas sur place. Mais j'ai posé la question, mais quand est-ce qu'il gère, il arrive à résoudre les problèmes qui touchent à sa communauté? Mais tant que nous avons des animateurs qui ont des comptes à rendre à certains politiques au niveau national, donc nous sommes loin de parler du développement d'une certaine contrée qui est impactée par l'exploitation minière. Peut-être une erreur d'avoir laissé la gestion de cet argent entre les mains de quelques individus. Peut-être. Pour moi, si chacun avait son mot à dire, la société civile, vous l'avez dit, les chefs coutumiers, quelqu'un qui est dans la population, tout le monde signe en même temps pour que l'argent sorte et pour des besoins justifiés. Peut-être que ça calmerait les ardeurs des uns et des autres. Le problème aussi, c'est celui-là. Parce que lorsque la société civile arrive à imposer ses tactiques, vous allez voir qu'il y a des politiques qui refusent à ce que la société civile puisse avoir un œil regardant. Je l'ai dit parce que j'ai un exemple typique dans une contrée quelconque de la République où la société civile s'est véritablement impliquée à ce que la population ou la communauté locale arrive à être, qu'elle sente qu'elle est impactée par l'exploitation minière au niveau de sa zone. Mais on dit non, il y a une politique de sélectivité. L'on va sélectionner des animateurs ou des acteurs qui seront impliqués, qui doivent être capables à pouvoir, si jeter un coup d'œil lorsqu'il y a l'émission d'un chèque, pour voir mais cet argent sera affecté comment. Et on fait une sélectivité. C'est ce qui tue également. Donc le développement ou la bonne marche de certaines entités territoriales. C'est là que nous appelons également à la bonne foi de certaines autorités à travers la République. La bonne foi, peut-être, elles n'en auront pas, mais il faut qu'elles soient soumises aux lois. Si ces lois sont respectées, oui, si ça ne va pas, on frappe. Les lois devront être respectées lorsqu'il y a de la bonne volonté, de la bonne foi. Quand vous, animateurs, vous n'arrivez pas, bien sûr, à avoir de la compassion de votre prochain, je crois que vous oubliez la mission pour laquelle vous avez été placé là-bas. Parce qu'on a toujours dit un dirigeant ou une autorité doit s'oublier pour servir les autres. Mais aujourd'hui, ces dictons ou ces principes, il est contraire à tout cela qui nous dirige. D'abord, la personne veut d'abord se servir elle-même avant de penser aux autres. Et pourtant, vous devriez les mieux à faire, il fallait d'abord servir sa communauté avant de penser à vos besoins propres. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous vous rendez dans des zones, dans des provinces où vraiment l'activité principale est minière, mais vous allez vous dire que nous sommes dans un pays où il y a des gens qui vivent mieux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler un petit groupe de gens. Un petit groupe. Et la masse est dans la masse est délaissée. Mais on se souvient de la masse lorsqu'on sent que ses besoins sont menacés. Pour de communiquer. Nous, avec les nous. Nous ressortissants d'eux. Nous sommes contre. Et voilà là où nous amène la gestion, pour ne pas dire la gestion actuelle ou la gestion du pays. Donc nous devrons avoir des gens qui sont capables à s'oublier pour penser aux autres. Si nous restons dans cette optique que lorsqu'on me nomme ministre, on me nomme chef de secteur, je dois d'abord tout faire pour enrichir ma famille, mes proches, je crois
nous sommes loin d'appliquer certaines mesures ou certaines lois sur l'ensemble de la République. Ben Akili, journaliste d'investigation, vous avez suivi avec nous ces forums Katangé pour la réconciliation, ça a été dit ainsi, et les voix se sont levées pour dire que nos mines ne sont plus nôtres et c'est inacceptable. Ce n'est pas un réveil tardif. Avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir par rapport à ce que vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a des députés qui sont dans les poches de certaines autorités provinciales. Je crois que la plus grande question à se poser est celle de savoir, est-ce que lorsqu'on est élu député, on sait la mission pour laquelle on est allé au Parlement? C'est ça aussi la plus grande question. Parce que nous avons certains députés qui ne lisent pas des textes qui régissent le pays. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer certains députés nationaux et provinciaux, mais j'ai vraiment de la honte. Mais c'est la honte de constater. Ça s'appelle émanation de la population. C'est la population qui a élu ces gens. Est-ce que c'est un vote hasardeux alors? L'on sait de quelle manière certains se retrouvent dans des hémicycles. L'on sait. Et nous pensons qu'à la longue, en tout cas, la donne va être changée pour que l'on arrive à avoir des députés qui représentent valablement le peuple. Et que l'on ne puisse plus avoir ces gens-là qui, chaque fois, ils sont devenus des acclameurs. Parce que même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a de ces députés-là, depuis que la législature a commencé, j'en connais, aucun n'a pu prendre la parole. Même dans certaines commissions générales. Quelqu'un a dit qu'il faut prendre la parole quand c'est nécessaire. Mais quand c'est nécessaire, donc vous oubliez la mission pour laquelle. C'est pas important, ce que je devais dire a été déjà dit. Dans sa circonscription électorale, il y a tant de problèmes qui tardent à être résolus. Mais lui dit qu'il faut prendre la parole quand c'est nécessaire. Alors pour revenir à cette question, l'organisation du forum sur la réconciliation et l'unité katangaise, je crois que... Non, cet appel plutôt, vous savez, les mines, par rapport aux mines, oui, les mines ne sont plus nôtres, c'est inacceptable. Est-ce que ce n'est pas un réveil tardif? C'est vraiment... je me suis tout de suite également posé la question de savoir, mais qui est celui-là qui aujourd'hui se réveille pour dire que nos mines sont en tout cas distribuées à des tierces, à des gens qui ne sont pas originaires de notre contrée. Je crois que nous devons quand même faire la part des choses. Réconciliation, c'était bien beau. Mais arriver à dire que nous nous sommes réunis ici pour voir comment récupérer toutes nos richesses. Mais non, sans pour autant m'attaquer à certaines personnes, mais je crois que dans ce pays, il y a des gens qui oublient si facilement. Il y a dans ce pays des gens qui, peut-être l'histoire pour eux, ne leur disent absolument rien. Hier, il y a des gens qui nous ont dit, c'est elle qui a vendu des concessions minières à vil prix au niveau de notre région, mais aujourd'hui, parce que, pour des raisons purement politiques et personnelles, que les gens arrivent à se lever pour dire que nos richesses sont distribuées très mal distribués. Et nous, populations, nous, peuples, nous, autochtones, nous ne nous retrouvons pas. Est-ce que ce n'est pas légitime de dire il est temps que je récupère ce que j'avais cédé parfois inconsciemment? Voilà. Inconsciemment pendant autant d'années? Je ne sais pas, mais le réveil n'est jamais tard, non? Non, le réveil n'est jamais tard, mais il faut aussi voir les tons par lesquels on arrive à réclamer. C'est comme qui dirait que c'est maintenant que l'on s'est rendu compte que nous avons commis l'erreur de pouvoir laisser nos mines être vendues par des tierces, des personnes. Parce qu'il y a des gens, ces mines n'ont profité qu'à certaines personnes qui sont venues d'ailleurs. Je reviens à vous, Ben Akili, 10h à Kinshasa. Christian Kalonji, de nouveau avec nous pour la Minute Info. Est-ce que l'actualité a évolué? Oui. Et il a évolué, M. Crispin. Alors, merci. La livraison. Merci d'être avec nous. Place à l'actualité, Madame, Monsieur.
Agression du M23 contre la République démocratique du Congo. L'ambassadeur rwandais Vincent Karega est convoqué ce mardi 31 mai par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le diplomate rwandais devra s'expliquer sur les allégations d'appui de son pays au M23. Le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall a remercié le président Félix-Antoine Tshisekedi et Kagame, avec lesquels il a eu des entretiens téléphoniques dans la quête d'une solution pacifique du différend entre Kinshasa et Kigali. Le président sénégalais encourage son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGL, à poursuivre ses efforts de médiation dans ce sens. Et puis la loi électorale sera-t-elle adoptée par l'Assemblée nationale? Eh bien, les élus vont examiner ce mardi le rapport de la commission PAJ et voter également la proposition de la loi proprement dite. Crise politique dans la province de la Mongala. Les députés nationaux et sénateurs membres du caucus de la province de la Mongala, justement, appellent la population au calme. Ils rassurent les uns et les autres de leur détermination à impulser une issue favorable à la crise née de la publication des résultats des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Pendant ce temps, la milice FPIC décide de déposer les armes et à s'inscrire au PDDRCS. Cette décision a été lue par son porte-parole au cours de la cérémonie de restitution du dialogue de la communauté Bira, laquelle restitution a eu lieu en présence du gouverneur militaire de l'Ituri. Dans la province du Lualaba, plus de 1000 exploitants miniers artisanaux se disent satisfaits de la gestion de la province par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini. Ils l'ont manifesté devant le gouvernorat de province, scandant ainsi des cris de joie. Et puis, sachez que le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Ferdinand Kambéré, est désormais un homme libre. Il a quitté la prison centrale de Makala depuis lundi dans la soirée, arrêté le 20 décembre 2021. Ferdinand Kambéré était détenu à la prison centrale de Makala pour coups et blessures sur Ardent Kabambi, un collègue de son parti, des accusations rejetées par ses avocats. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Merci Christian Kalonji pour cette minute d'info assez fournie par rapport à la précédente. Alors, Ben Akili, journaliste d'investigation, vous parliez de cet appel à récupérer les mines cédées il y a quelques années aux tierces. Oui, c'est cet appel avec un ton bourru. L'on se demande, on lance cet appel à qui? Et qui a récupéré des mines? Aujourd'hui, l'on parle, bien sûr, c'est vrai, il y a aussi cet aspect, il faut le rappeler quand même, cette histoire que je m'inscris toujours en faux avec cette appellation, la fameuse famille présidentielle. Qui est de la famille présidentielle? Si vous descendez dans plusieurs provinces qui sont essentiellement minières, mais vous allez comprendre que la famille dite présidentielle s'accapare de certaines concessions minières qui sont considérées comme étant des EA, donc des zones d'exploitation artisanale qui doivent être concédées. Cette famille est de quelle dimension pour être c'est partout au même moment? La question que je me suis toujours posée. Qui est celui-là que l'on peut appeler membre de la famille présidentielle? Parce que c'est la mission pour laquelle la maison civile du chef de l'État a été créée. Cette maison civile devrait quand même arriver à identifier. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est toute une ribambelle de gens qui arrivent. Parfois qui s'improvisent. Qui s'improvisent, mais qui sont
Est-ce qu'il y a un document qui atteste que telle est la famille présidentielle? Les documents, on peut le remettre à n'importe qui. Donc je peux du quitter moment que je sais, lorsque vous allez arriver peut-être dans le Haut-Katanga, au niveau du Lualaba, et que je vais trouver mon compte, donc je peux vous livrer les documents et vous faire partie de la famille présidentielle. C'est là où nous sommes en train de nous dire que nous oublions des fois les missions auxquelles nous sommes assignés et nous passons outre pour aussi chercher à mettre tout le monde mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, quand vous descendez, comme j'ai vu des créateurs, mais ces créateurs n'ont pas des concessions. N'ont pas de concessions, mais quand vous y rendez, ce sont des familles, des gens membres famille présidentielle, ce sont des gens qui ont des relations avec telle ou telle autre autorité au niveau national. Pire encore, même certains généraux ont de concessions. Vous allez arriver dans une contrée quelque part, on vous dit cette concession appartient à un tel général. Et ça, le code minier n'a pas résolu. Mais le code minier n'a pas résolu. Le code minier, l'esprit du code minier était de pouvoir, en tout cas, aider toute population locale qui est impactée par l'exploitation. Pas seulement les généraux, pas seulement ceux qui gèrent les provinces. Non, mais vous êtes seulement les hauts placés de la République, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Parce que l'esprit du code minier révisé, c'était de pouvoir, en tout cas, faire sentir, faire impacter cette exploitation minière au profit de la population. Donc, la population, je me dis que je vis à Tenke, nous vivons à Tenke Fungurume. Donc, comme il y a une grande entreprise qui exploite là-bas, nous devons avoir en tout cas des effets qui nous profitent par rapport à l'implantation de cette entreprise minière. Mais nous sommes dans une contrée et qu'il y a une entreprise minière qui exploite. Vous y arrivez, les gens vivent comme qui dirait nous étions encore dans le Moyen-Âge. Dans une contrée où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas, en tout cas, des routes, il n'y a même pas de maisons en tôle. Ce sont des maisons encore en chambre. Mais sur place, il y a une entreprise qui s'est fait de l'argent pendant plusieurs années. Et les gens vont dire que les contrats, nous avons mal signé de contrat parce que même à l'époque, c'est Albert Yuma qui le disait. Nous avons été mal conseillés par la Banque mondiale pour arriver. Et parfois rouler aussi. Non, mais au nom des partenaires, dans ce pays, des partenaires qui devaient venir avec de l'argent alors qu'ils n'en avaient pas aussi. Ils sont allés prendre dans des banques avec des taux exorbitants. Nous n'avons pas été roulés. Nous avons simplement manifesté notre mauvaise foi. Nous, Congolais, qui avons cette amabilité-là de pouvoir diriger, de pouvoir prendre certaines décisions, nous avons vendu nos mines à vil prix à des personnes qui se sont enrichies sur le dos de la population congolaise. Et ça ne sert à rien aujourd'hui que nous nous sommes réveillés pour réclamer l'appartenance de nos mines. Mais non. Mais ces gens-là qui ont acheté, parce qu'il y a de ces étrangers-là qui ont signé de contrats même de 100 ans. Imaginez-vous. 100 ans, c'est toute une génération sacrifiée. Ou même des générations. Même des générations, parce que vous et moi, on ne va pas aller au-delà des les tableaux tels que peints par vous-même est tellement sombre. Ils concernent toutes les provinces. Les Grands Katanga concernent les Grands Kasaï. Allez même à Chikapa, vous verrez que au-delà des diamants sortis des sous-sols, rien ne va. Alors, il n'y a même pas de bâtisse. Qu'est-ce que vous proposez finalement aux décideurs ou même aux législateurs, parce que ce code minier devait, comme vous l'avez si bien dit, profiter aux populations locales, d'abord. Oui, d'abord. Et les restes devraient suivre après. Donc, aux décideurs, surtout nos dirigeants qui sont au niveau national, ils doivent quand même se dépasser. Donc, enlever d'abord l'esprit des lucres. Parce que c'est ce qui tue ce pays. Moi, je me demande, c'est par quelle magie quelqu'un qui est nommé ministre aujourd'hui, dans un laps de temps, il arrive à s'acheter 3 villas. Je me dis, où est-ce qu'il trouve tout cet argent? Et mais que fait l'IGF ou même encore quoi, la Cour des comptes et tout ça? Qu'est-ce qu'ils font? Mais est-ce que même les gens qui sont nommés ministres arrivent-ils à déclarer leurs biens avant qu'ils n'entrent en fonction? Arrivent-ils à déclarer, en tout cas, en âme et conscience, leurs biens? Parce que nous le voyons juste après. Quelqu'un qui n'avait même pas... ce n'est pas qu'on est contre que la vie des gens change, mais de quelle manière? Vous devrez avoir pitié de vos populations. Parce qu'ici,
les codes miniers tels que Joseph Kabila, l'esprit qu'avait Joseph Kabila, c'était de pouvoir aider la population locale qui est directement impactée par l'exploitation minière. Mais nous avons l'impression que ces codes miniers ont servi à enrichir un groupe d'individus, que ce soit au niveau national et dans des provinces qui sont minières. Mais ici, nous leur demandons de pouvoir laisser à côté leurs besoins et s'intéresser beaucoup plus à l'applicabilité de certaines mesures au niveau des provinces pour que cela arrive à profiter bien sûr aux populations locales. Parce que si rien n'est fait, nous continuerons toujours des années en train de parler, en train de chanter cette même chanson. Mais nous n'avons plus besoin de ceci. Nous avons besoin à ce que les autorités arrivent, bien sûr, à s'impliquer pour que ces codes miniers arrivent véritablement à profiter à la population locale et non aux individus. Les gens quittent des provinces, vous pouvez avoir une coopérative, parce qu'on pouvait demander aux créateurs, mais regroupez-vous au sein d'une coopérative pour que l'on arrive à vous octroyer des EA. Mais on vous donne des EA, vous êtes ici, on vous donne une ZEA, prenons l'exemple même du côté Kikole, une ZEA où on n'a pas eu à faire la découverture, mais comment allez-vous travailler? Les zones qui sont riches, qui ont des teneurs en tout cas assez riches, on donne ces concessions à des expatriés. Et qui vendent cela, ce sont toujours nos dirigeants. Merci, merci. Et les Congolais restent toujours là en train de... Merci beaucoup Ben Akili, le message est passé, l'interpellation est passée, vous êtes chef coutumier, cet argent des redevances minières ne vous appartient pas, restez dans votre case, gardez, nous dit ses coutumes, pas question d'être dans des avions comme les politiques, à monter et descendre sans cause. Et utiliser cet argent, bien sûr, au profit de la population. Pour impacter la vie des populations locales. Merci d'être passé sur Télé 50. Ben Akili, je vous souhaite bonne chance dans votre travail d'investigation. Merci beaucoup, Chris. La suite, c'est dans quelques instants.